Une semaine après la blessure à l'œil de Jérôme Rodriguez, les Gilets jaunes vont de nouveau battre le pavé samedi. Un acte 12 dédié aux blessés alors que le gouvernement intensifie sa chasse aux manifestants. Nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla. Après l'épisode des passeports diplomatiques, de nouvelles révélations viennent mettre à mal la défense de l'ancien chargé de mission de l'Elysée et par la même occasion l'intégrité d'Emmanuel Macron. 2019, année des langues autochtones pour l'UNESCO. 2300 langues seraient ainsi en danger de disparition dans le monde. Un risque qui touche des pays lointains, mais aussi la France. Madame, Monsieur, bonsoir. Loi anti-casseurs, hommage aux manifestants blessés, affaire Benalla. L'acte 12 qui marque les 3 mois d'existence du mouvement social Gilets jaunes s'annonce une nouvelle fois important. Les manifestants tiennent le cap alors que le gouvernement campe sur ses positions. Thibaut Bastide. Nouveau samedi pour une nouvelle mobilisation. Voilà maintenant 3 mois que les Gilets jaunes maintiennent la pression sur le gouvernement. Une pression qui dure en dépit des semaines, du fait de la multiplication des blessés, mais aussi de la communication hasardeuse des membres du gouvernement. Depuis le début du mouvement, plus de 2000 blessés auraient été recensés, dont plusieurs dizaines d'éborgnés ou de manifestants aux mains arrachées. Alors que de nombreuses voix s'élèvent contre l'usage excessif des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, de la part des forces de police. La grave blessure à l'œil de Jérôme Rodriguez, l'un des visages de la mobilisation, a ravivé la flamme des manifestants. Ainsi, un mot d'ordre a été lancé pour ce 12e acte, dénoncer les violences policières. D'ailleurs, à Paris, la tête du cortège devrait être tenue par les blessés et les manifestants seront invités à porter pansements et bandages en signe de soutien et de protestation. De quoi envisager une mobilisation similaire, voire plus dense que les semaines précédentes, alors qu'Éric Drouet avait appelé à un soulèvement sans précédent par tous les moyens utiles et nécessaires avant de faire redescendre la pression quelques jours plus tard. En face, l'exécutif joue la même partition depuis de nombreuses semaines concernant les violences commises lors des rassemblements. À l'occasion de son déplacement en Égypte, Emmanuel Macron a ainsi affirmé que les Gilets jaunes étaient les seuls responsables de ces violences, balayant d'un revers de main toute mise en cause des forces de police. Un refrain également présent chez le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le pensionnaire de la place Beauvau défend avec vigueur sa loi dite anti-casseurs, qualifiée de liberticide par l'opposition compte tenu de sa composition. D'ailleurs, la création d'un délit de dissimulation du visage dans les manifestations a été votée dans la nuit de mercredi à jeudi en catimini à l'Assemblée nationale. Parallèlement, le gouvernement s'entête à minimiser, comme pour toutes les mobilisations, les chiffres des manifestants, quitte à se ridiculiser en annonçant plus de forces de police que de gilets jaunes. La répression, elle, sert de réponse à un gouvernement en mal de solutions politiques face à une contestation durable. Durable comme les boulets qui traînent au pied du président de la République depuis plusieurs mois, avec notamment en ligne de mire une affaire qui participe à la remise en cause de son intégrité et de son action, l'affaire Benalla. Et justement, l'affaire Benalla a connu un nouvel épisode avec la publication d'une enquête de Mediapart attestant de liens obscurs qu'entretient Alexandre Benalla avec des individus proches de l'Elysée, mais aussi d'un hypothétique soutien du chef de l'État, ainsi que des affaires conclues du temps de son passage à l'Elysée avec un homme d'affaires russe controversé. Le feuilleton Alexandre Benalla n'en finit plus. Plus de 8 mois après le début du scandale, les revirements ne manque pas entre violence, cachotterie présidentielle et utilisation de passeports diplomatiques à des fins crapuleux ou d'affaires. C'est à présent un enregistrement obtenu par Mediapart qui met le feu aux poudres. Un enregistrement dont l'origine reste inconnue et qui pourrait provenir d'un proche de l'Elysée qui a intérêt à envenimer l'affaire, comme d'une source policière dont Mediapart est friand, ou encore même d'Alexandre Benalla lui-même. Le travail réalisé en plusieurs mois par Mediapart est en tout cas redoutable et révèle des éléments inquiétants pour l'Elysée. Il y a tout d'abord l'interlocuteur de Benalla, l'ancien collaborateur de La République En Marche, Vincent Crase, également mis en cause par suite des violences du 1er mai. Ce dernier échange avec Alexandre Benalla, échange qui fait l'objet de ce fameux enregistrement, un enregistrement réalisé le 26 juillet, alors que les deux individus, sous contrôle judiciaire, n'ont pas le droit de communiquer. 2 jours seulement après la fameuse déclaration présidentielle. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention. Un président encore très sûr de son fait, donc, ce que corrobore Alexandre Benalla dans l'enregistrement, puisqu'il dit à son acolyte Crase qu'Emmanuel Macron lui aurait envoyé un message dans lequel il affirmerait tout bonnement
tu vas les bouffer », un message que l'Élysée a d'ailleurs démenti depuis. Exagération de Benalla pour se faire mousser ou véritable message présidentiel, la question reste ouverte. Et pour cause, l'ancien proche du président sait qu'il vit un destin assez exceptionnel puisqu'on peut l'entendre dire dans les enregistrements « c'est une bonne expérience à 26 ans, si tu veux, il n'y a pas grand monde qui vit », qui provoque 2 commissions d'enquête parlementaires qui bloquent le fonctionnement du Parlement. Si le principal intéressé n'a pas tort, de telles déclarations témoignent d'une certaine candeur de nouveau riche de l'influence politique. Un profil que l'on retrouve dans son entourage avec notamment Ludovic Chaquet, chargé de mission auprès du chef d'état-major particulier du président, qui a revu Benalla après le début de l'affaire, ancien militaire, qui aime à cultiver, selon Mediapart, une réputation d'homme proche des services de renseignement. Un profil qui fait donc penser à Kras et Benalla, arriviste un peu mégalo et proche du président. À ce petit organigramme opaque, il s'agit d'ajouter également Ismaël Émilien, conseiller spécial à l'Élysée et désormais mis en cause pour une prétendue remise d'images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla. Enfin, dernier élément également un peu gênant, Alexandre Benalla a aussi menti devant le Sénat en niant être personnellement impliqué dans des montages financiers alors qu'il travaillait encore à l'Élysée. Il est même question d'un contrat de sécurité via la société Mars, de son compère Kras, nommé Mars en référence à Jupiter, surnom de Macron. Un contrat de société passé avec un oligarque russe proche du Kremlin est réputé et controversé. Et ce, alors même qu'Emmanuel Macron est en froid avec la Russie. Un petit business de sécurité qui représente quelques centaines de milliers d'euros, ce qui certes à l'échelle de l'État n'est pas mirobolant, mais qui met à mal l'image présidentielle via ses collaborateurs. Et c'est justement cet entourage présidentiel qui pose question. Arriviste, volontiers malhonnête et pas franchement professionnel, tous les acteurs de cette petite saga élyséenne témoignent d'une certaine perte de contrôle du président Emmanuel Macron. Les langues autochtones victimes de la mondialisation, l'UNESCO a lancé lundi l'année des langues autochtones, une initiative visant à sensibiliser sur la disparition des langues minoritaires. Le constat est accablant, mais peu d'États semblent mobilisés pour défendre ce patrimoine culturel. 2300 langues en danger ou en voie de disparition dans le monde. L'UNESCO entend faire de 2019 l'année mondiale des langues autochtones, l'occasion d'organiser de nombreux événements liés aux langues, des réunions d'experts internationaux et des initiatives dans divers pays. Et pour cause, selon Ernesto Othon Ramirez, sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO, le constat en la matière est accablant. Sur les 7600 langues qui aujourd'hui sont encore présentes, il y en a plus de 2300 qui sont en danger ou en voie de disparition. On parle de toutes les 2 semaines, il y a une langue autochtone qui disparaît. Une menace de disparition discrète mais bien réelle qui s'explique par de nombreux facteurs, à en croire la française Audrey Azoulay, directrice de l'UNESCO. Celle-ci déplore l'omniprésence de l'anglais dans les publications de recherche au niveau international. Quand on voit que les publications scientifiques sont à 95% en anglais, ça a des conséquences sur la production du savoir, sur la diffusion du savoir. Quand la population vit de plus en plus dans les grandes villes, il y a une perte aussi de cette diversité qui va avec la relation à la nature et à la terre. Et donc tout un tas de facteurs qui poussent à la disparition des langues et contre lesquels il faut se mobiliser. La concentration des populations dans des grands centres cosmopolites est ainsi également pointée du doigt, un phénomène étroitement lié à l'augmentation de la population mondiale et à l'économie mondialisée, dans laquelle une part centrale du marché est rythmée au son de l'anglais. Le problème de la disparition des langues se pose partout dans le monde. Si le cas des langues amérindiennes est souvent évoqué, notamment du fait de l'implication des autorités canadiennes pour protéger ces particularités régionales, d'autres minorités ethniques dont l'existence en tant que peuple est remise en cause pourrait revenir dans l'actualité pour cette année 2019. C'est le cas notamment du Brésil, où le nouveau président Jair Bolsonaro a placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture la démarcation des terres attribuées aux peuples autochtones. Un transfert de compétences qui inquiète les minorités linguistiques qui sont aujourd'hui menacées dans leur intégrité territoriale et dont les communautés pourraient se voir éparpillées partout dans le pays. Déconnectés de leurs terres et de leur mode de vie, ces peuples verront inexorablement leur langue disparaître. Moins exotiques, mais tout autant concernés par un risque de disparition, les langues autochtones de France, plus communément appelées langues régionales, qu'elles soient ultramarines ou continentales. Et pourtant, l'Union européenne se veut en principe garante de la diversité linguistique des États membres et s'était même donné pour objectif d'encourager l'apprentissage de toutes les langues. Force est de constater qu'aujourd'hui, l'UE et la France sont en situation d'échec sur la question
question. Le président Macron, coutumier des sorties en anglais sur les réseaux sociaux, ne se démarque d'ailleurs pas par son intérêt pour la diversité linguistique, comme en atteste sa réforme des lycées qui donne aux langues régionales la dernière place en matière d'enseignement. L'actualité en bref avec l'excellent Thomas Lerue. Près de 800 kilos de viande avariée en France. TV Liberté avait évoqué ce risque dans l'édition du journal du 29 janvier déjà. Ce vendredi, les services sanitaires du ministère de l'Agriculture ont retrouvé 795 kilos de viande avariée polonaise dans 9 entreprises françaises du secteur agroalimentaire sur le territoire. Selon Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, ces entreprises de transformation ont été dupées. Une enquête sur l'abattage et la commercialisation de bovins malades a été ouverte mercredi en Pologne. Verdict salé pour les 2 policiers accusés de viol. Après 2 semaines et demie de procès, la cour d'assises de Paris les a condamnés à 7 ans de prison pour viol en réunion d'une touriste canadienne dans les locaux du 36 quai des Orfèvres en 2014. La cour a été convaincue par les déclarations de la victime et par des éléments scientifiques et techniques dont les expertises ADN et les analyses de la téléphonie. Les 2 accusés ont toujours clamé leur innocence. La Canadienne avait rencontré ces 2 fonctionnaires dans un pub situé en face du siège de la police judiciaire dans une soirée où l'alcool coulait à flot. Les avocats des policiers ont d'ailleurs annoncé leur intention de faire appel de la décision. Vincent Lambert condamné à mort. En vertu de la loi Claeys-Leonetti, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a validé jeudi la décision d'arrêt des traitements concernant Vincent Lambert. Pris en charge en avril dernier au CHU de Reims, le patient tétraplégique de 42 ans, père de famille, disposait depuis 10 ans de soins et traitements afin de permettre son alimentation et son hydratation. Les procédés médicaux ne permettant que le maintien artificiel de la vie du patient, le tribunal administratif a validé la décision du médecin concernant l'arrêt de ses soins. Seul le Conseil d'État pourra encore intervenir dans ce dossier s'il est saisi par les parents de Vincent Lambert. Le père de la morale de la politique française, Luc Ferry, recalé par l'Académie française. L'ancien ministre de l'Éducation a obtenu 6 voix au premier tour, 7 au deuxième et de nouveau 6 au dernier tour sur 29 possibles. Pour la 3e fois consécutive, les membres de l'Académie française ne sont donc pas parvenus à choisir un successeur au fauteuil de Michel Déon. Les Immortels ont annoncé que l'élection serait reportée à une date ultérieure. Le fauteuil de Michel Déon, décédé en décembre 2016, reste donc à pourvoir dans l'attente de nouvelles candidatures. Un tribunal fait tomber le mur des cons. L'ancienne présidente du syndicat de la magistrature, Françoise Martre, a été condamnée jeudi à 500 € d'amende avec sursis pour injure publique dans l'affaire du mur des cons. Ce trombinoscope affiché dans les locaux du syndicat réunissait les photos de plusieurs personnalités politiques jugées non conformes aux critères idéologiques fixés par les magistrats. L'un d'eux, le général Philippe Schmitt, père d'une jeune femme poignardée dans le RERD en novembre 2007, y avait été épinglé et traité de fasciste suite à ses déclarations concernant le fonctionnement de la justice. Un jugement à minima, le syndicat ayant été relaxé dans les autres affaires dans lesquelles il était impliqué. Le maire de Thonon-les-Bains devant l'appareil judiciaire. Ce vendredi, le républicain Jean Denet a comparu devant le tribunal correctionnel d'Annecy pour prise illégale d'intérêt par dépositaire de l'autorité publique dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance. En 2001, l'édile a acheté avec sa femme un appartement faisant partie d'un programme immobilier piloté par une société d'économie mixte locale dont Jean Denet est président du conseil de surveillance. L'Europe emboîte le pas des États-Unis. Alors que le président vénézuélien Nicolás Maduro refuse de remettre son mandat en jeu, les soutiens à son opposant Juan Guaidó se multiplient en Europe. Jeudi, le Parlement européen l'a reconnu comme président par intérim légitime du Venezuela, sans pour autant justifier ce choix sur une base juridique ou démocratique. Bruxelles, en supplétif de Washington, lui accorde ainsi son soutien entier dans une résolution approuvée à une large majorité. 6 pays européens, parmi lesquels l'Espagne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont même lancé un ultimatum à Nicolás Maduro, lui donnant jusqu'à dimanche pour convoquer de nouvelles élections démocratiques. Le président en place a répondu sur l'antenne d'une agence de presse russe qu'il n'acceptait les ultimatums de personne dans le monde. La France impliquée dans le bourbier yéménite. En plein conflit au Yémen, la France cherche à vendre des navires de guerre à l'Arabie Saoudite. Tandis que le ministre de la Défense Florence Parly avait assuré que la France n'avait pas de négociation avec l'Arabie Saoudite, Mediapart a révélé l'existence de tels contacts entre Naval Group, l'industriel français spécialisé dans l'industrie navale de défense, et la monarchie saoudienne concernant la vente potentielle de 5 corvettes de classe Gowind. Ces navires de combat pourraient servir aux Émirats Arabes Unis ou à l'Arabie Saoudite afin de prolonger leur sanglante intervention au Yémen, un conflit qui s'éternise depuis 2016, faisant à ce jour 62 000 morts et des milliers de victimes de la famine.
Elon Musk, grand sauveur de la planète. Le fondateur du groupe Tesla a annoncé que tous les brevets de la société seraient désormais dans le domaine public au nom de la lutte contre le changement climatique. Dans un blog, le milliardaire promet que Tesla n'engagera aucune poursuite judiciaire contre quiconque veut utiliser sa technologie en toute bonne foi. Un geste tout à fait hors de l'ordinaire dans un monde où la moindre idée est brevetée pour tenter d'en tirer profit ultérieurement, mais aussi un joli coup de pub pour le médiatique chef d'entreprise. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une. Le Pen, Jean-Marie. Ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le traitement réservé au candidat LR François-Xavier Bellamy, la nomination de Roch-Olivier Maistre à la tête du CSA et la mobilisation des foulards rouges. Également au programme, tête à clash. Les invités de Franck Tanguy débattent sur les gilets jaunes, les riches et les pauvres, et les traités d'Aix-la-Chapelle et de Marrakech. Qui va décider au nom de quoi qu'on envoie notre armée défendre les intérêts de la France aux États-Unis, sur ces théâtres d'opération extérieures? Qui va le décider si on n'a pas cette souveraineté-là? Et on n'est jamais d'accord avec l'Allemagne. Et on n'a même pas à être d'accord avec l'Allemagne ou un autre pays. Grégoire, il faut qu'on soit libre pour ça. C'est une projection. Écoutez ce que disent Merkel et Macron. Ils ne parlent que de l'armée franco-allemande. Et surtout, ils parlent de la création. Et puis surtout, ils disent que la France s'engage à soutenir toutes offensif et défensif. Donc ça veut dire que la France se retrouve engagée derrière l'Allemagne, quoi qu'il arrive à l'Allemagne. C'est une clause d'assistance réciproque. Mais ça je dis pas s'appelle offensif et défensif, et c'est ça qui déclenche toutes les guerres. Ouais, voilà. Parce que c'est comme ça que ça commence. La Serbie avait un traité offensif et défensif en 1914 avec la Russie, et nous on en avait un avec la Russie, et donc à partir du moment où l'Autriche est entrée dans la Serbie, et ben moi je veux bien avoir un traité défensif, mais pas offensif et défensif. Demain, dès midi, vous avez rendez-vous avec le meilleur du samedi politique. Gilets jaunes, dégringolade d'Emmanuel Macron, contexte géopolitique et européen. Retrouvez toutes les meilleures punchlines de l'émission. L'origine de tout, c'est que les nations et les peuples existent. Surprise! Nous avons notre propre conscience. Et ça, ils ont du mal à l'accepter. On sent bien qu'ils ne veulent pas de nous. Ils veulent pas nous voir, mais ils n'ont pas le choix, on est partout. On n'en parle pas, on parle que de couillanade. Enfin, on s'en tartine de quelques morts, de la peine de mort. Excusez-moi, c'est pas un sujet. Ces policiers qui exécutent des ordres illégaux, il faut qu'ils voient aussi le long terme. Là, ils se sentent couverts. Quand ils exécutent un ordre illégal, qu'ils estropient une personne en tirant au visage, dans 1 an, dans 2 ans, lorsque cette personne aura porté plainte, là, ils seront entendus. Ils seront peut-être mis en examen, ils seront peut-être poursuivis et condamnés. Et dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à la suppression de la commission Ecclésia-Dei par le pensionnaire du trône de Pierre. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. On se souvient que j'ai traité 2 ou 3 fois déjà la question de l'invraisemblable soumission de l'administration française à Microsoft à propos des formulaires en ligne dans le secteur des permis de conduire notamment, un truc tellement ubuesque que le président, là récemment, s'est cru obligé de promettre une réforme en urgence devant les maires du Sud. Donc, je ne vais pas revenir sur la question, mais l'idée était une administration qui laisse former ses programmeurs par une seule boîte américaine et privée, Microsoft, pour l'utilisation d'un seul type de produit, en l'occurrence la suite Office. Ce n'est pas sain, surtout quand il s'agit de l'économie ou de la défense. C'est d'autant moins sain qu'il y a encore 10 ans à peine, on trouvait des macros de contrôle, les macros c'est des macro-instructions, de contrôle écrites en 1994 dans les logiciels de traitement des budgets ministériels, des macros qu'on pouvait d'ailleurs faire sauter et que Bercy est infesté lui-même de couches de programmation diverses et disparates dont les auteurs sont les seuls à avoir les clés. Or les auteurs ont disparu depuis longtemps.
Comment le savez-vous? Réponse, j'ai travaillé pour l'administration. On m'a obligé à travailler encore en 2011 avec des bases de données qui ressemblaient à Windows 3.1. Donc pour avoir traité ce sujet, j'ai reçu comme souvent le courrier électronique d'un type plus fort que tout le monde et qui me disait mais pas du tout, la mainmise de Microsoft et ses prétendues académies d'ingénieurs dévoués, c'est une légende. Il se trouve que la légende s'est renforcée là récemment, la semaine dernière, puisque la firme Microsoft profite du fait qu'il n'y a plus d'argent en France pour caser ses billes, comme on dit au comptoir de Campagnol, avec la complicité du ministère de l'Éducation. Comment je le sais? Par le jeune programmeur intelligent de chez nous, là, qui s'appelle Guillaume, et dont les parents ont une maison de campagne ici, et qui vit comme informaticien indépendant à Montpellier. Il me dit, j'étais approché par une association nommée Unicité pour aller servir la soupe à Microsoft directement dans leurs locaux au début décembre. J'ai fait partie des gens qui devaient valider une formation achetée clé en main par le gouvernement à Microsoft et qui dure 3 ans. Cette formation verse des jeunes gens du service civique directement dans l'éprouvettes Microsoft. Pourquoi faire? Théoriquement, pour les faire participer à un programme appelé Jeunes citoyens du numérique. Et théoriquement, il s'agit d'un programme du gouvernement français. En fait, quand tu connais du monde chez Microsoft, tu t'aperçois que les Français ont francisé un programme de Microsoft appelé Plan Intelligence Artificielle, qui se retrouve en fait rhabillé et propulsé par l'Éducation nationale. Le tout pour que les jeunes ingénieurs, une fois dans la vie professionnelle, fassent le lien automatique entre intelligence artificielle et Microsoft. Et pour ça, ils ont diffusé gratuitement un logiciel bec-verseur qui s'appelle Scratch et qui permet de diriger le flot des jeunes esprits vers Microsoft sur 3 ans avec l'aval du gouvernement français. Alors tout ça, en quoi est-ce que c'est mal? Ai-je demandé. C'est mal parce que c'est pas nous, c'est pas la France. Encore pire avec ce système, dès que tu repères un type qui code comme une bête, toi, Microsoft, tu lui offres un salaire, tu le mets en pépinière quelque part aux États-Unis. Alors là, je lui ai demandé, mais si tu me dis que tu as participé à leur petite sauterie en décembre, c'est que tu es dans le jeu. Non, non, moi je fais partie des Français qui sont censés valider la formation. Mais c'est comme ça que je sais que Macron traite avec ces gens-là. Quand il reçoit ces mecs-là à Versailles, par exemple, sans caméra évidemment, il leur dit « Vous pouvez y aller, nos cerveaux sont à votre service. Les écoles scientifiques françaises sont là pour alimenter vos ambitions. Mais comme nous n'avons pas d'argent, il faudra payer nos dettes. » Et en réponse, ces gens lui disent « On va consentir à payer un peu plus d'impôts, ça va vous rendre un peu plus populaire en France, parce qu'apparemment vous en avez besoin. Vous allez pouvoir dire que vous avez dompté les GAFA, par exemple, mais en échange, on veut pouvoir piocher dans vos élites de la programmation à travers des opérations poudre aux yeux dont nous avons le secret. » En fait, donc on contracte des dettes encore pires, moralement, mais ça, Macron s'en fout, puisqu'il n'a aucune morale, me dit mon interlocuteur. Alors je lui demande « Mais comment tu t'en sors, toi? Qu'est-ce que tu ferais si tu devais monter une pépinière de cerveau sans Microsoft et sans Google? » Il a souri, il m'a dit « Moi, déjà, j'arrive à vivre en indépendant entre ce que je programme pour les téléphones et ce que je fais pour les entreprises. Mais le problème, c'est que si ces entreprises sont toutes infestées par Microsoft et si on te demande d'intervenir, il faut être très au courant de ce que fait Microsoft, donc avoir accès à leur méthode, à leur langage. Donc si tu veux gagner ta vie, tu es obligé de parler le langage qui s'est imposé sur le marché. Mais ils n'ont pas le monopole de l'intelligence, on peut même dire qu'ils font s'ils font tout ça, c'est parce que le niveau américain est devenu insuffisant en lui-même. Ils sont obligés de pomper des cerveaux partout ailleurs. On va t'annoncer à la fin de la conférence de Versailles, ou encore pire à Davos, que la France s'est distinguée par son excellence dans des programmes américains. Mais en fait, si la France payait des types comme moi pour se distinguer plutôt à domicile, on n'aurait pas besoin d'aller chercher des bons points et des médailles dans les programmes d'éducation de Microsoft. Pourquoi? Je lui dis, tu pourrais faire mieux. Je sais pas, me dit-il, mais en tout cas, je pourrais faire sans eux. J'ai 25 ans, je gagne déjà 100 000 € sur 4 codages par an sur le marché des smartphones et sans bouger de Montpellier, mais le ministère de l'Éducation me considère comme un rebelle parce que je n'aime pas Microsoft. Un jour, je vais débarquer dans une réunion, là, je vais sortir un gilet jaune et je vais me faire filmer par un copain. On va bien voir ce qu'on va bien voir. Eh bien, on est impatient de le voir aussi. Abonnez-vous, merci. Le paysage audiovisuel français, le PAF pour les intimes, est particulièrement créatif pour imposer aux téléspectateurs des émissions du soir riches en débats politiquement corrects, en blagues convenues d'humoristes de gauche officiels bien éculés, et autres propos vains d'éditorialistes dépressifs mais gorgés de bonne conscience. Elles ont pour nom Quotidien, le fameux Yann Barthès, Touche pas à mon poste, le fameux Cyril Hanouna,
ou encore On n'est pas couché, le très fameux Laurent Ruquier, pour les plus célèbres. Régulièrement, les rédacteurs en chef de ces émissions éprouvent le besoin de jeter en pâture à leurs aficionados, pour faire le buzz bien sûr et pour mettre un peu d'animation, des invités issus de l'ancien monde, les militants proches de la Manif pour tous. L'appellation couvre d'ailleurs un spectre assez large. Les cathos coincés bien sûr, les disciples de Zemmour, les estampillés réacs, etc., etc. Répondre positivement à ces invitations pour accéder à ces miettes médiatiques, à ces autorisations ponctuelles à respirer l'air pur des plateaux de télévision. Hors de question, dirent certains. Ce sont tous des vendus, l'affaire est pliée. Vous ne pourrez pas en placer une, vous serez ridiculisé, vous serez décrédibilisé. Ne nous faisons aucune illusion et n'imaginons pas que Canal+ puisse, par miracle, se faire le chantre de la liberté d'expression. Les pièges sont nombreux et les préjugés immenses. Mais comment espérer briser le formidable entre-soi des grands médias si l'on ne se présente jamais face à ses adversaires culturels et politiques? Oui, il faut accepter autant que possible, pour faire entendre un autre son de cloche, avec un esprit combatif et conscient des limites de l'exercice. La pire des choses serait d'accepter ce type d'invitation pour servir une sorte de soupe aux convictions vagues et édulcorées, au motif que c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Non, tout ça c'est le syndrome de Lorenzatio et on finit par se faire dévorer. En ce qui me concerne, petite anecdote, j'ai été invité à parler de mon combat contre la pornographie dans une émission de Hanouna. Tout était bouclé concernant ma présence, mais j'ai finalement été décommandé juste avant l'émission. Hanouna a-t-il eu peur que je mette le feu à son émission, ce que j'aurais d'ailleurs fait? Comme on dit, la peur a changé de camp. Nous n'avons peur de rien, mais les poubelliers ont tellement peur qu'ils préfèrent rester entre eux, ils préfèrent le confort, ils auront le mépris. N'hésitez pas à m'écrire, à très bientôt.